débute le webinaire. On va attendre quelques petites secondes. Il y a déjà les premiers participants qui se connectent. Ça se met en place petit à petit, les personnes rentrent. Bien. Bien, chers parents, chers collègues, ceux qui sont présents à cet webinaire ce soir, bienvenue à toutes et à tous, merci de nous retrouver. Ce soir, le webinaire autour de la place du numérique dans l'école et dans l'éducation au sens large, sujet d'actualité puisque nous sommes à l'EFI en distanciel à Casablanca et donc sur les outils numériques au quotidien, mais aussi un sujet brûlant d'actualité au quotidien quand ce n'est pas ce distanciel, puisqu'il faut aider nos enfants à travailler avec les outils numériques, dont on ne peut pas se passer, clairement, puisqu'ils font partie de notre quotidien même, et en même temps équilibrer leur usage, que ce soit à l'école, donc, que ce soit à la maison, que ce soit à titre d'apprentissage ou à titre de distraction. Il faut absolument réguler cet usage de l'outil numérique, apprendre à en faire bon usage, à la maison ou à l'école. Alors, j'ai bien quelques idées à ce sujet-là. On en a déjà parlé avec les parents d'élèves régulièrement, mais je crois que pour en parler, on ne pouvait guère faire mieux que M. Tisseron qui nous rejoint ce soir, Serge Tisseron, qui est psychiatre. Vous reprenez M. Tisseron si je dis des bêtises, qui est spécialiste habilité à diriger des recherches, notamment sur la psychanalyse et la médecine, et en même temps travailler sur les nouvelles technologies. Vous aviez alerté déjà les autorités, puis le public de manière générale, avec un premier livre autour de ce sujet en 1998. Y a-t-il un pilote dans l'image, autour de l'image, du numérique? Et puis, plus en avant, on vous connaît peut-être moins, mais moins que la règle que vous avez déjà exposée à travers de votre association, 3, 6, 9, 12. Je crois que nos parents d'élèves, les habitués en tout cas, ont déjà entendu parler de cette règle-là, et en tout cas de ce qu'il peut y avoir derrière. Vous êtes, je crois, à la base de cette association, vous l'avez créée, me semble-t-il, pour continuer à mettre en garde et en même temps à donner des conseils, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en garde, il s'agit d'aider aussi, je pense, à travers votre activité depuis maintenant de longues années, au moins 2 décennies autour du numérique. Cet essor du numérique, c'est vous qui allez pouvoir le développer, encore bien mieux que moi, sans aucun doute, avec des outils et des éléments qui ont fait voilà, l'état de vos recherches et qui nous permettent au quotidien tout de même d'avoir des arguments, nous, à donner aux familles et à présenter. Donc, les parents, les enseignants qui assistent ce soir à cette webinaire et qui pourront aussi y assister en rediffusion après, c'est important, c'est-à-dire que cet webinaire que nous faisons en direct là sera aussi disponible après pour les familles ou les enseignants qui n'auraient pas pu l'écouter à ce moment-là en direct et qui pourront l'entendre un peu plus tard chez eux à d'autres moments. Voilà, c'est important pour nous que les familles soient sensibilisées à cela et apprennent, tout comme nous ce soir, différents éléments. Voilà. Alors, le déroulé, c'est que vous allez présenter votre exposé autour de ce sujet, cette place du numérique dans l'éducation et pour les enfants. Et en même temps, les parents d'élèves, les enseignants qui assistent pourront poser des questions par écrit. Il y a le chat qui est en parallèle de cet webinaire. Et puis, Rita Lalou, que tout le monde connaît dans l'école, se fera le relais de ces questions auprès de vous pour ensuite alimenter le débat. Voilà. Monsieur Tisseron, je suis extrêmement flatté de vous avoir avec nous ce soir. Merci encore une fois d'avoir pu vous libérer. Merci de nous accorder votre temps et merci de l'importance que vous mettez aussi à développer, à vulgariser ces difficultés autour du numérique. Je pense que c'est important, c'est un sujet qu'on ne peut pas nier désormais. Il est essentiel pour tous et les parents et les éducateurs ne sont pas forcément toujours le plus à l'aise autour de cela. Donc, merci pour votre expertise, merci pour ce propos que vous tiendrez ce soir et des réponses que vous apporterez. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à toutes et à tous.
Merci de micro pour éviter un retour de ce que je dis, parce que je m'entends dans mes oreilles. Voilà, ça y est. Merci beaucoup. Donc, écoutez, merci aussi de cette présentation, merci de cette invitation. Alors, on a une petite heure pour aborder un énorme sujet, les écrans en famille, et puis un deuxième énorme sujet, les écrans à l'école. En plus, la situation actuelle, comme vous savez, est vraiment tout à fait particulière. Donc, elle suscite de la part des parents, de la part des enseignants, des questions assez inhabituelles. Et donc, ce que je vous propose, c'est de parler pas trop longtemps. Et puis, je vais essayer de partir une demi-heure, un peu plus peut-être, voilà, parce que quand je suis lancé, c'est dur de m'arrêter. Mais en tout cas, vous laissez beaucoup de temps pour vos questions. Donc, d'abord, ce que je voudrais souligner auprès de vous, c'est que cette question de la relation aux écrans, de nos enfants, de nous autres adultes, elle est loin d'être claire aujourd'hui dans tous les domaines. Hein, et je vais vous en donner pour preuve le fait qu'en 2019, il y a 3 grands domaines qui ont changé autour des écrans, ça en guise d'introduction en quelque sorte. Le premier, c'est une étude qui a été lancée en France, qu'on appelle l'étude ELF, et cette étude a notamment pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce qui se joue dans la relation entre parents et enfants quand l'enfant n'est pas devant un écran. Parce que très souvent, voilà, on compte le temps d'écran de l'enfant, on dit il est 2 heures, il est 1 heure quand il est petit, ça va encore, 2 heures c'est beaucoup, 3 heures, bonjour les dégâts. Hein. Et puis l'étude ELF, elle est destinée à mieux comprendre tout ce qui se passe quand l'enfant n'est pas devant un écran. Et pour aller vite, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des enfants qui sont beaucoup devant un écran, mais parallèlement, ils ont un très bon entourage familial qui s'occupe d'eux, qui parle avec eux, qui les sollicite, qui partage des écrans de jeux vidéo, des écrans de films long métrage, des écrans de séries télé. On a aussi des enfants qui sont très peu devant un écran, mais dont les parents s'occupent très peu quand ils ne sont pas devant un écran. Et puis on a évidemment des enfants qui sont beaucoup devant un écran, dont les enfants ne s'occupent pas quand ils ne sont pas devant un écran, puis des enfants qui sont peu devant un écran, et les parents s'occupent beaucoup quand ils ne sont pas devant un écran. Et donc, vous voyez, ça pour vous dire qu'il ne faut pas se focaliser sur le temps d'écran, il faut d'abord contextualiser ces temps d'écran dans les familles, qu'est-ce que l'enfant fait avec les écrans, parce qu'on peut passer 1 heure avec un écran dans une activité répétitive, des jeux vidéo toujours les mêmes, tourner en rond, voilà, s'abrutir, jouer tout seul dans son coin contre l'ordinateur, c'est pas créatif, c'est pas socialisant. Et puis on peut aussi passer 2 heures, 2 fois plus, pas 1 heure, mais 2 heures, dans des activités d'écran, hein, où on joue à des jeux vidéo avec des copains, voilà, où on partage un film ensemble. Donc vous voyez, sortir de cette idée de se focaliser uniquement sur le temps et même sur le contenu, et envisager aussi toute la socialisation possible, et puis envisager tout ce qui se passe quand l'enfant n'est pas devant un écran, tout ce qu'on peut partager avec lui en dehors du temps d'écran. Voilà, donc ça c'est un point important, vous voyez, et l'étude elle va essayer de clarifier tout ça, mais d'ores et déjà, je vous invite à être aussi vigilant à ce que vous faites quand l'enfant n'est pas devant un écran. Vous êtes avec votre enfant quand il n'est pas devant un écran, qu'est-ce que l'enfant peut faire devant un écran ou programme que vous lui mettez sur l'écran. Point numéro 1. Le point numéro 2, il rejoint le point numéro 1, c'est aussi 2019. C'est une étude américaine, plusieurs études américaines qui ont montré que, bien sûr, pour un tout petit ou pour un enfant un peu plus grand, à 2, 3, 4 ans, être devant un écran, si c'est très longtemps, c'est pas bon. Ça l'empêche d'apprendre à parler, parce qu'on parle en parlant avec quelqu'un, pas devant un écran, ça l'empêche de reconnaître les mimiques, parce que l'être humain est doté à la naissance de la capacité d'apprendre à reconnaître les mimiques, mais pas de la capacité à reconnaître, il est doté de la capacité à apprendre, donc il faut qu'il apprenne dans l'interrelation avec un adulte. Être devant un écran, mais ça n'apprend pas à bouger, ni l'activité manuelle, la dextérité, ni le corps, voilà. Et être devant un écran, ça n'apprend pas à s'inventer des jeux. Donc, de ces 4 points de vue, le langage, les mimiques, l'invention des jeux et la motricité, les écrans, c'est pas bon du tout quand l'enfant est devant. Mais des études américaines ont montré que certains enfants peuvent être très peu devant des écrans, mais ils ont toujours affaire à des adultes ou à des parents qui, eux, sont devant leur smartphone. Et ces études américaines ont montré qu'un enfant devant un écran, il peut se sentir abandonné, il peut désespérer des adultes qui le laissent là, tout seul. Mais un enfant qui interagit ou qui tente d'interagir avec des adultes occupés avec leur smartphone, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a 2 problèmes liés aux écrans dans les familles. Pour les petits, le temps qu'ils passent devant les écrans et le temps que les adultes qui sont censés s'occuper d'eux passent sur les écrans.
Il a été montré très précisément quand un adulte parle avec un tout petit en utilisant son smartphone, il fait des phrases plus courtes et il a des mimiques plus pauvres, c'est normal, il est préoccupé par ce qui se passe sur son smartphone. Mimiques plus pauvres, phrases plus courtes, on rejoint des situations de privation sensorielle, de privation relationnelle, qui sont celles d'un enfant abandonné devant un écran. Un enfant peut n'être jamais mis devant un écran et souffrir d'une pathologie d'écran parce qu'il n'arrive pas à interagir de façon correcte avec des adultes qui sont censés s'occuper de lui, qui sont toujours dans leur écran. Pire encore, il a été montré aux États-Unis que beaucoup d'enfants aujourd'hui ont des accidents dans les jardins publics parce que les adultes qui sont censés les accompagner, les protéger, les surveiller, sont devant leur écran. Ce phénomène, c'était le point numéro 2, on l'appelle la technoférence, et vous voyez qu'il ne fait finalement, ces études ne font finalement que mettre des chiffres, que démontrer quelque chose dont on a tous quand même l'intuition, c'est que tout ce temps que nous passons en tant qu'adultes devant notre smartphone, eh bien, c'est un temps dont nous privons notre enfant, mais les études américaines ont montré que ce n'est pas sans conséquences, au contraire même, les conséquences peuvent être graves. Puis le troisième point, également correspondant à un changement en 2019, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la décision de l'Organisation mondiale de la santé de parler d'un gaming disorder, c'est gaming, le jeu vidéo, disorder, un désordre, un trouble, gaming disorder, traduit sur le site francophone de l'Organisation mondiale de la santé par trouble du jeu vidéo. Trouble du jeu vidéo qui devient une addiction dans une condition bien précise lorsque un enfant ou un adulte, depuis plus de 12 mois ça fait beaucoup, est totalement désocialisé, totalement déscolarisé, l'enfant ne va plus à l'école, le monsieur ou la dame ne va plus travailler, reste chez eux dans les deux cas toute la journée, trouble de l'alimentation et très souvent trouble du sommeil évidemment et trouble psychiatrique très souvent. Voilà. Donc le mot addiction est réservé à une situation extrême qu'on voit heureusement rarement et sachez également qu'il existe bien pour les jeux vidéo cette définition d'addiction, mais il n'existe dans la communauté internationale ni addiction aux écrans, ni addiction à la télévision, ni addiction au smartphone. Donc vous pouvez très bien dire à votre enfant qu'il a une addiction au smartphone, mais si votre enfant lit un peu des comptes rendus, lit un peu des journaux bien informés, il verra qu'il n'y a pas d'addiction au smartphone. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des problèmes avec le smartphone, mais on ne raisonne pas en termes d'addiction. Et même ce fameux gaming disorder qui évolue parfois en termes d'addiction, dans les cas graves, plus de 12 mois, etc., eh bien, il s'agit d'une forme d'addiction bien particulière qu'on appelle comportementale. Là aussi, l'Organisation mondiale de la santé insiste, addiction comportementale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage quand on prive l'enfant de l'objet, ou l'adulte, et puis il n'y a pas non plus de risque de rechute, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de recul, beaucoup d'ados, vous savez, vous avez vos ados, vos pré-ados aujourd'hui, mais quand même, il y a aujourd'hui des parents qui ont 50 ans, 40 ans, qui ont eu leurs ados, pré-ados scotchés aux jeux vidéo il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce qu'ils existaient déjà autant qu'aujourd'hui, même s'ils étaient moins sophistiqués, et on sait que tous ces ados, pré-ados scotchés aux jeux vidéo il y a 20 ans, ils sont devenus des adultes parfaitement intégrés, ils ont une famille, ils jouent aux jeux vidéo parfois de temps en temps avec leurs propres enfants. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La fin de la crise de l'adolescence. Autrement dit, aujourd'hui, on a plutôt tendance à voir les activités, les activités excessives sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo de la part des jeunes comme des activités liées à la crise de l'adolescence. Le jeu vidéo avec les copains ou tout seul et les réseaux sociaux, l'enfant est moins scotché à son smartphone que scotché à ses copains. C'est la phrase quasiment exacte d'une spécialiste américaine des adolescents qui s'appelle Boyd. Voilà. Donc voilà les 3 points importants et qui ont bougé en 2019 et sur lesquels je voulais attirer votre attention. D'autres points vont certainement bouger, mais je pense que ces 3 points, vous voyez, peuvent vous éclairer déjà beaucoup pour vous inviter peut-être à abandonner certaines représentations et à adopter une nouvelle représentation. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a un rapport de l'UNICEF, vous tapez sur Internet jeunesse et numérique, je crois que c'est ça, ou numérique et jeunesse, ou jeunesse et numérique, vous tapez UNICEF, jeunesse et numérique 2017, je ne suis pas sûr de jeunesse et numérique, ou adolescent dans un monde connecté, enfin en tout cas c'est UNICEF 2017, vous trouverez très vite, ça arrive en haut sur Google, et du moins chez moi, peut-être chez vous ça arrivera pas en haut, mais ça vous trouverez un peu plus bas, et parce que c'est pas pareil pour tout le monde, ça dépend de la pratique qu'on a de Google. Et donc, du coup, dans ce rapport, il est même dit que les adolescents, études mondiales, font un usage, alors
boucle d'or du téléphone mobile. Boucle d'or, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est le fameux conte Boucle d'or dans lequel une petite fille aux cheveux blonds découvre au fond d'une forêt une maison dans laquelle il y a autour d'une table une grande chaise, une moyenne chaise, une petite chaise. Sur la table, un grand bol, un moyen bol, un petit bol. Et dans la chambre, un grand lit, un moyen lit, un petit lit. Et Boucle d'or fait une utilisation adéquate, c'est-à-dire elle va prendre l'objet qui correspond à sa taille. Et donc, utilisation boucle d'or, la formule n'est pas de moi, elle est du rapport de l'UNICEF, utilisation boucle d'or des technologies numériques par les adolescents, ça veut dire qu'ils en font un usage qui correspond finalement à leurs besoins, et notamment en termes de socialisation, renforcer les amitiés existantes, les garder, les conserver malgré les aléas des déplacements, malgré le confinement aujourd'hui, etc. Voilà. Donc, le rapport de l'UNICEF peut vous permettre de réfléchir un peu plus loin à ces questions-là. Voilà, donc 3 grands bouleversements. Alors maintenant, je vais regarder quelle heure il est. Voilà, très bien, vous parlez un petit quart d'heure. Donc maintenant, je vais vous dire quelques mots très vite, vous donner quelques repères sur la façon d'encadrer les écrans quand l'enfant grandit. Alors je vais le faire à partir d'une comparaison qui va permettre de beaucoup simplifier, vous allez voir, c'est la comparaison diététique, c'est-à-dire comment la nourriture est gérée dans les familles. Il faut bien se rendre compte que manger, c'est très simple. Si la nourriture n'était préparée que pour se nourrir, eh bien, il suffirait de préparer chaque matin ou tous les 2 jours une marmite de riz, un bol de sauce ou des pâtes ou du couscous ou tout ce que vous voulez. Il suffirait de le préparer, de le mettre sur la table, et puis chacun mangerait en passant. Bon, il y a un peu des gens qui font ça avec le réfrigérateur, avec le placard, le paquet de biscuits, mais il y a toujours quelqu'un pour rappeler dans la famille, non, qu'il faut attendre l'heure du repas. Voilà. Et ben, je voulais attirer votre attention là-dessus. Se nourrir, c'est simple, mais toutes les cultures ont ritualisé la nourriture. On mange à heure fixe, on mange ensemble. Dans certaines familles, on utilise un couteau, une fourchette. Dans d'autres familles, on utilise les doigts. Dans d'autres, des baguettes. Mais il y a un apprentissage. On ne dit pas n'importe quoi. On ne parle pas la bouche pleine dans certaines familles. Bon, c'est de la culture varie selon les pays. Peu importe. L'important, c'est que dans chaque culture, il y a des rituels de la nourriture. Et à quoi servent-ils, croyez-vous, ces rituels? Est-ce qu'ils servent à mieux se remplir l'estomac? Pas du tout. Ils servent à se socialiser. Eh bien, aujourd'hui, autour des écrans, le grand problème, c'est de se socialiser avec les écrans, parce que nous vivons les écrans sauvages. Nous sommes un petit peu comme des hommes des cavernes qui, quand ils trouvaient tout d'un coup un peu de sucre, s'en bafferaient jusque-là, ou dès qu'ils trouvaient quelque chose à manger, ils se précipitaient dessus pour l'engouffrer. Votre téléphone, vous êtes avec des amis, votre téléphone dans votre poche sonne, vibre, vous le sortez tout de suite, hop, vous regardez qui c'est, vous le mettez à votre oreille, et bien voilà, vous êtes comme un homme de caverne qui se précipiterait sur la nourriture. Vous n'êtes pas socialisé avec les écrans. Peut-être vous êtes socialisé dans la prise de nourriture, vous n'êtes pas socialisé dans les écrans. Donc comment on va faire pour socialiser l'enfant dans les écrans? Quelques conseils rapides sur une tranche d'âge, 3, 6, 9, 12. Avant 3 ans, c'est très simple à comprendre, on prend la comparaison de la nourriture, vous ne mettez pas de beefsteak dans le biberon. Est-ce que ça veut dire que le beefsteak c'est toxique? Non. On pourrait dire aussi, vous ne mettez pas des frites dans le biberon si vous êtes végétarien. Mais bon, dans les 2 cas, ça revient au même. On n'en met pas. On n'en met pas parce que le beefsteak ou les frites c'est toxique, mais parce que l'estomac du bébé ne le digère pas. Et bien si on ne met pas un enfant de moins de 3 ans devant un écran, c'est pas parce que l'écran c'est toxique, c'est parce que l'esprit de l'enfant, le cerveau de l'enfant ne le digère pas. Le cerveau de l'enfant n'a pas la construction, n'a pas les repères, n'a pas les bases qui lui permettent de gérer des programmes télévisuels. Voilà. Gérer la relation, déjà, c'est bien compliqué pour lui, il faut qu'il concentre son attention là-dessus. Gérer un écran, c'est pas possible pour lui, donc pas de beefsteak dans le biberon, pas de frites dans le biberon, pas d'écran avant 3 ans. Ou alors, vous les malaxez, vous les préparez, vous le prédigérez, et c'est quoi ça? C'est le fait d'être avec un enfant à côté de lui, de l'accompagner dans une activité d'écran plutôt interactive. Il a été montré que même avant 3 ans, avoir avec un enfant 10 minutes, un quart d'heure par jour, une activité d'écran interactive avec un accompagnement très présent, très empathique, c'est bien pour l'enfant. Mais vous voyez, c'est des périodes très courtes, outils interactifs accompagnés. Après 3 ans, on va continuer la comparaison de la nourriture, et après 3 ans, l'enfant, il a droit à une portion. C'est-à-dire, si vous avez une famille nombreuse, vous savez bien que vous ne mettez pas la même quantité de nourriture dans l'assiette de chacun. Donc vous allez dire qu'un enfant a 3 ans, maintenant tu es grand, tu as droit à une demi-heure d'écran ou 1 heure d'écran, et cette
demi-heure ou 7 heures, vous n'allez pas lui laisser la consommer tout le temps. Si vous faites une tarte au chocolat, vous n'allez pas dire à votre enfant, ben voilà, regarde, il y a 6 parts, tu en auras une, et l'enfant dit, ben je la mange tout de suite. Vous lui dites, non, tu ne la manges pas tout de suite, tu la mangeras après le repas, c'est le dessert. Donc pour l'écran, c'est pareil, vous lui donnez une tranche horaire, une demi-heure, 3/4 d'heure, entre 3 et 6 ans. Après 6 ans, il faut le laisser un peu mieux gérer tout seul, mais entre 3 et 6, c'est structurant, une portion. De la même manière qu'on lui donne sa portion dans son assiette, une portion de nourriture dans son assiette à l'heure du repas, on lui fixe une tranche horaire, donc entre par exemple 18h, 18h30, voilà. Et puis de la même manière que la nourriture, quand c'est varié, c'est meilleur. Eh bien, on va faire en sorte de varier sa nourriture d'écran, hein, c'est-à-dire pas seulement des dessins animés, pas seulement des petits jeux vidéo, pas seulement des applis, variés, accompagnés, non accompagnés, interactifs, non interactifs. Et puis, vous savez bien que manger ensemble, c'est plus agréable que manger tout seul, donc on va partager du temps d'écran. Et puis, vous savez bien que parler des écrans, c'est agréable. Parler de la nourriture qu'on mange, c'est agréable, donc on va parler avec lui des écrans qu'il pratique. Voilà. Et donc, entre 3 et 6 ans. À partir de 6 ans, génial, vous allez avoir des outils créatifs. Avant 3 ans, on avait les écrans. De 3 à 6, les écrans sont une bonne manière d'entertainment, comme les anglo-saxons, de distraction. Alors c'est plus ou moins intelligent, hein. Il y a des documentaires animaliers vachement intéressants, et puis il y a des dessins animés complètement idiots. Mais bon, on va faire un mix entre tout, mais en tout cas, des divertissements, il y en a des bons. Mais il n'y a pas d'écran éducatif entre 3 et 6. À partir de 6, vous avez la possibilité d'écran éducatif, le cerveau de l'enfant a mûri, et vous allez avoir d'abord la possibilité de lui offrir un téléphone mobile, lapsus grave, un appareil photo numérique avec lequel il va pouvoir faire des photos. Hein. On fait une photo au téléphone mobile. Non, l'enfant n'a pas un téléphone mobile à cet âge-là. Un appareil photo numérique, il fait des photos, vous parlez avec lui de ses photos, il vous montre ses photos, vous lui montrez vos photos. S'il est passionné, il peut apprendre à faire des retouches. Il y a des petits livres très bien faits pour apprendre aux enfants à faire des contre-jours, à faire des effets spéciaux et tout, avec un petit appareil photo numérique très simple, on peut même faire des films. Voilà. Avec une tablette, on peut faire des films image par image, filmer ses Playmobil en train de se déplacer. Il y a un logiciel Scratch très intéressant, il y a le jeu Minecraft. Donc parlez-en autour de vous, des parents qui sont intéressés par tout ça. Il y a plein de choses créatives à faire à partir de 6-7 ans avec les écrans. Et puis l'enfant grandit, on parle avec lui du téléphone mobile, et là l'idéal c'est de pouvoir lui dire, ben, écoute, tu auras un téléphone mobile, bon à ton âge, ça dépend de vos choix, ça peut être 12 ans, 13 ans, 11 ans, bon, voilà. Et je ne rentrerai pas là-dedans, voilà, parce que ça dépend beaucoup de votre culture, de là où vous habitez, le trajet que fait l'enfant pour aller à l'école tout seul et tout. Toujours est-il que ce qu'il faut pouvoir lui dire à ce moment-là, c'est, tu vois, le jour où tu en auras un, tu feras comme nous, c'est-à-dire tu ne le décrocheras jamais pendant le repas et tu ne l'emmèneras jamais dans ta chambre la nuit. Parce que si vous ne préservez pas le temps du repas du soir, c'est en général le seul repas en famille, sans télévision, ni tablette, ni téléphone mobile, vous ne serez pas une vraie famille, vous serez un simulacre de famille, vous serez un Canada Dry de famille, vous serez une famille qui partira à volo, vous ne serez pas une famille. Donc pas d'écran, aucune forme d'écran et pas de téléphone mobile pendant le repas partagé. Et il faut pouvoir aussi dire à l'enfant, le jour où on lui dit, tu auras un téléphone mobile à tel âge, lui dire, tu ne l'emmèneras jamais dans ta chambre la nuit. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas l'emmener dans sa chambre pour faire une activité personnelle avec, entre 8h du soir et 8h30, si vous avez pris le repas avant, et si vous l'acceptez, mais en tout cas jamais la nuit. Autrement dit, achetez chacun un réveil. Achetez un réveil pour chaque pièce de la maison, parce que si vous emmenez votre téléphone mobile en tant qu'adulte dans votre chambre pour vous réveiller le lendemain matin, votre enfant va emmener le sien dans sa chambre pour se réveiller soi-disant le lendemain matin. Mais en fait, il fera beaucoup d'autres choses. Troubles du sommeil, on sait aujourd'hui que le trouble du sommeil, c'est la cause principale de la chute des résultats scolaires, du grignotage, avec des troubles alimentaires, de l'irritabilité, des troubles de l'attention et concentration. Et donc, c'est à éviter absolument. Et si un ado emmène son téléphone mobile dans sa chambre, vous ne pouvez pas l'écouter, donc pas pendant le repas, pas dans la chambre. Voilà, on avance assez vite, l'ado grandit, et qu'est-ce qu'il fait un jour? Il insiste pour avoir ses outils numériques dans sa chambre. Et bien, vous allez lui dire, écoute mon garçon, écoute ma fille, il y a un réfrigérateur dans la maison,
Tu peux te lever la nuit pour manger dedans, on ne te verra pas. Bon, on préfère pas, mais on ne verra pas. En revanche, on ne peut pas te mettre un réfrigérateur dans ta chambre. Il y en a un dans la cuisine pour tout le monde, dans la chambre. Autrement dit, vous prenez cette métaphore aussi du réfrigérateur pour vous opposer au fait que votre enfant ait un écran la nuit dans sa chambre. Il peut l'emmener, puis le ramener. Il faut que les écrans soient dans un espace, le téléphone mobile sur un rack, et les ordinateurs portables, qui n'étaient pas fixes dans la chambre de votre enfant, ordinateur portable qu'il utilise à certaines heures dans sa chambre et qu'il remet dans un espace commun. Si vous craignez qu'il le récupère, vous le mettez dans votre propre chambre pour être sûr qu'il le récupérera pas la nuit. Voilà, donc des conseils assez simples, organisés autour tout simplement de règles diététiques pour civiliser notre utilisation des écrans, pour éviter que les écrans nous dirigent et que nous ne contrôlions plus les écrans. Vous savez que les balises 3, 6, 9, 12, je vous l'ai dit, il y a 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, je ne vais pas parler de 12 ans, mais ça va de soi, c'est à peu près l'âge où les enfants ont leur premier téléphone mobile en général. 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, c'est pour permettre aux enfants d'utiliser les outils numériques d'une manière raisonnable et pouvoir s'en passer. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut s'en passer. Non, il faut apprendre à les utiliser et apprendre à s'en passer. Et d'ailleurs, vous voyez qu'actuellement, avec le confinement, on est vraiment en plein là-dedans. Donc maintenant, je vais vous dire quelques mots justement du fameux confinement et de l'école. Voilà. Alors, le grand problème, c'est que, enfin, je ne suis pas dans votre établissement, mais le grand problème, c'est que pour beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents d'élèves, beaucoup d'élèves, le confinement a révélé que les écoles s'étaient peu préparées à gérer les cours en distanciel. Alors, ça pose beaucoup de questions, d'abord une question d'organisation matérielle, mais pas seulement. Ça pose aussi la question des relations en distanciel. Il faut savoir que les relations en distanciel, c'est pas la même règle du jeu que les relations en présentiel. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en présentiel, il y a tout votre corps qui est présent. On sait que le corps, c'est très important, ça communique des tas de messages. On sait que dans les réunions, quand il y a quelqu'un qui veut parler, on voit qu'il commence à s'agiter, à tourner la tête à droite, à gauche, à trépigner sur son siège. Tout le monde voit qu'il a quelque chose à dire. Bon, en distanciel, si quelqu'un a quelque chose à dire, en ligne, comme on dit, on voit que sa tête, on ne voit pas d'un coup qu'il a quelque chose à dire. Donc la fonction du corps d'organiser un tour de parole n'existe pas. En plus, beaucoup de gens sont chez eux, voilà, avec peut-être le bol de café près d'eux, leur chat sur les genoux, voilà, leur environnement familier. Et du coup, ceux qui sont un petit peu grande gueule, ils vont s'autoriser à être encore plus grande gueule. Donc il risque d'y avoir des clashs tout le temps, distanciés, que ce soit de la part d'élèves ou de la part d'enseignants qui gèrent mal l'atmosphère de la classe parce qu'ils ne la voient pas, ils voient que leur webcam. Et puis, les mimiques, évidemment, vont être présentes, mais les yeux vont pas l'être. Moi, je me place ma caméra là et je la regarde dans les yeux, ma caméra, pour que vous me voyez, pour que vous ayez l'illusion que je regarde dans les yeux. Mais beaucoup de gens placent leur caméra un peu trop bas, un peu trop haut, un peu à gauche, un peu à droite, ce qui fait que du coup, vous avez toujours l'impression que votre interlocuteur ne vous regarde pas. Or, comme la capacité humaine à faire confiance se construit beaucoup avec le fait de se regarder dans les yeux, eh bien, vous avez de la peine à donner votre confiance, vous êtes insécurisé. La communication en distanciel, c'est très compliqué. Il faut vraiment, pour gérer la communication en distanciel, bien travailler sur l'emplacement de sa caméra et puis accentuer un peu les mimiques, voilà, les clins d'œil. Là, je ne vous vois pas, mais j'essaye de vous imaginer, donc, pour forcer un peu la communication mimo-gestuelle, parce que comme le corps est immobile, il faut forcer un peu sur le reste. Et puis demander des nouvelles aux gens, parce que les gens sont facilement abandonnés en distanciel. Et en fait, on s'aperçoit, je ne vais pas insister plus, mais on s'aperçoit que le distanciel a pour effet que les personnes un peu grande gueule vont se sentir le droit d'agresser les autres plus facilement, parce qu'ils ne les voient pas. Et les personnes un peu fragiles vont sentir beaucoup moins le droit de parler, de donner leur opinion, parce que dans une réunion en présentiel, on tape, avant de prendre la parole, les plus fragiles tapent un peu le coude de leur collègue et disent « j'ai envie de dire ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Ou ils écrivent sur un papier « je dirais bien ça » ou l'auditeur oublie de parler de ça, point d'interrogation, et si le petit membre revient avec « oui, tu as raison, dis-le lui », on sent du courage pour le dire. Et donc le distanciel, ça permet aux grandes gueules d'être encore plus grandes gueules, ça fragilise encore plus les gens fragiles, et d'ailleurs parfois quand on lève le confinement, je ne souhaite pas que ce soit ce qui vous arrive, mais quand on lève le confinement,
on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont été tellement malmenés en distanciel qu'ils ne veulent pas revenir en présentiel. Soit des gens qui ont été malmenés par des grandes gueules, soit des gens qui ont pété des coups de gueule, et tout à coup ils ont une telle culpabilité qu'ils n'osent plus croiser, même dans les couloirs, des gens qu'ils ont insultés en distanciel parce qu'ils sont vraiment terribles de l'avoir fait, ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils n'avaient pas compris que le distanciel et le présentiel, c'est totalement différent. Donc, en France, on a basculé dans le distanciel en mars, hein, voilà, et puis on en est sorti, on risque d'y revenir, mais on met ce temps à profit pour réfléchir à comment gérer les relations en distanciel. Ça, c'était le premier élément que je vais vous signaler. Le deuxième élément, très vite, après je vous laisse la parole, c'est le fait que, avec le numérique, peut-être vous le faites déjà, mais avec le numérique, il faut bien comprendre qu'avec le distanciel, mais avec le numérique en général, il faut bien comprendre que les règles du jeu sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que la relation au savoir n'est plus la même, c'est le modèle Wikipédia, c'est un modèle beaucoup plus horizontal de transmission des savoirs. Le modèle d'apprentissage est différent, hein, voilà, on apprend beaucoup plus avec des images, on apprend beaucoup plus en reformulant, parce qu'il y a de multiples formulations sur Internet des mêmes choses. Si on va les voir, on s'aperçoit qu'on peut dire les mêmes choses de façon très différente, voilà. Il n'y a pas la même relation non plus à l'identité, hein, parce que dans les jeux vidéo, les enfants endossent des identités différentes. Donc l'identité est beaucoup relativisée. On sait aujourd'hui qu'on a une identité au travail, une autre en classe, on en a une comme enseignant, une comme parent, une avec ses voisins, une au baby-foot, une au tennis, tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, bouleversement aussi des liens de sociabilité, puisqu'on sait qu'avec le numérique, on investit beaucoup le fait de partager des choses avec des gens. Comme on n'est pas physiquement présent, on a tendance à privilégier beaucoup plus les points de vue, c'est-à-dire partager entre guillemets avec des gens qui nous ressemblent beaucoup et qui sont très proches de nous. Donc c'est un problème d'ailleurs. Voilà. Donc plus rien n'est pareil. Et pour terminer, je voulais simplement insister sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de basculement, on va parler de révolution, il ne peut pas y avoir de basculement dans un enseignement utilisant le numérique s'il n'y a pas au préalable une révolution éducative, une révolution pédagogique. En d'autres termes, si vous voulez pouvoir utiliser le numérique de façon saine avec les élèves à distance, il faut beaucoup plus investir les travaux collectifs, il faut beaucoup plus leur donner la parole, il faut beaucoup plus les gratifier, parce qu'on se sent facilement exclu quand on est devant une webcam ou devant un écran sur lequel on voit quelqu'un tout pixelisé. Voilà. Donc, favoriser les travaux collectifs, favoriser le tutorat entre élèves, favoriser le débat, favoriser la controverse. Et parce que ça, c'est la logique des outils numériques. Les jeunes, quand vous les voyez tapoter, pianoter sur leur smartphone, qu'est-ce qu'ils font? Ils interagissent entre eux très souvent. Hein. C'est rare c'est les adultes qui jouent à Candy Crunch Saga, il y a des bêtises comme ça, à toujours pianoter sur leur smartphone, sur des jeux idiots. Les ados, eux, comme dit Boyd, les ados, eux, c'est leurs copains. Qu'ils soient sur des jeux vidéo en réseau avec leurs copains, ou qu'ils soient sur les réseaux sociaux avec leurs copains. Et donc, ils sont constamment dans l'interaction. Et puis, ils arrivent en classe, ils donnent un coup d'œil à leurs copains, on va dire, ça y est, on ne va plus interagir jusqu'à ce qu'on sorte de l'école. Non, c'est une catastrophe. Il faut tirer la leçon de l'importance que les jeunes aujourd'hui donnent aux interactions entre eux, au fait de réfléchir ensemble, de travailler ensemble, pour l'appliquer dans le système scolaire hors confinement, et évidemment pendant le confinement. Alors peut-être vous avez déjà fait très bien tout ça, hein, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, c'est très peu fait. Voilà, il y a des établissements qui essayent de le promouvoir, mais c'est encore à la marge, hélas. Hein. Mais si on ne comprend pas qu'il ne peut pas y avoir de basculement dans le numérique sans révolution éducative, on passe à côté de tout ce que le numérique apporte d'intéressant, enfin, à côté d'une grande partie de ce que le numérique peut apporter d'intéressant. Le numérique peut apporter d'autres choses, par exemple pour les enfants ayant des troubles sensoriels, ayant des troubles moteurs, le numérique apporte d'autres choses en termes de motivation intrinsèque, hein, en termes d'organiser son travail comme on veut, en termes de travailler quand on veut et là où on veut, bon, voilà, c'est des choses banales, hein. Mais en revanche, bon, tout ça, ça concerne autant les entreprises et les adultes
que l'école et les enfants, mais au niveau de l'école et les enfants, c'est vraiment le tutorat, le collaboratif, la pédagogie de projet et les débats et les controverses, soit à titre personnel, un élève discute avec un autre élève, soit à titre de leader de groupe, c'est-à-dire un groupe réfléchit à un sujet, forme un intervenant, forme son porte-parole et les deux groupes s'affrontent par porte-parole interposée. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Et donc maintenant, vous essayez à la mesure de mon expérience, qui n'est pas du tout la même que la vôtre, essayer de répondre à vos questions. Voilà, merci de votre attention en tout cas. Monsieur Tisseron, je vous remercie pour votre intervention qui nous éclaire effectivement sur l'utilisation du numérique dans la famille donc, et également à l'école, dans ce contexte bien évidemment particulier. Je vais vous poser quelques questions. Puis je vous laisserai ensuite la parole. La première question, dans le contexte actuel et donc avec le peu d'interaction sociale, recommandez-vous de surutiliser les écrans pour les enfants ? Voilà. Excusez-moi, mon micro était désactivé. Je n'ai pas compris la question. Préconisez-vous de... Alors, je vous la repose. Dans le contexte actuel, et donc avec le peu d'interaction sociale, oui, recommandez-vous de surutiliser les écrans, notamment pour les réseaux sociaux, pour les enfants? D'accord, d'accord. Alors, il y a beaucoup d'utilisations possibles des écrans. Ce qui est important, c'est toujours de privilégier les utilisations créatives et socialisantes. Donc, comment savoir si votre enfant a une utilisation créative et socialisante? Bon, déjà, il faut vous informer sur les types de jeux vidéo auxquels il peut jouer, les réseaux sociaux sur lesquels il peut aller. Alors, si vous demandez à votre enfant qu'est-ce que tu fais sur TikTok, qu'est-ce que tu fais sur Snapchat, peut-être il vous répondra rien. Mais si vous demandez à un de ses copains, ou si vous demandez à quelqu'un de votre famille qui a un peu la même tranche d'âge, voilà, au téléphone, puisqu'on est confiné, eh bien, vous serez un petit peu éclairé. Donc, quand vous connaissez un peu mieux, bon, il faut en parler avec l'enfant, mais l'idée, c'est de permettre l'utilisation des outils numériques les plus socialisants et les plus créatifs. Or ça, si vous voulez, c'est pas seulement le choix de l'outil. Vous pouvez avoir un usage créatif de certains outils, un usage non créatif d'autres outils. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de s'y intéresser en tant que parent, et puis, bon, peut-être d'encourager des activités de création. En France, il y a eu une époque où il y avait des concours de fabriquer des robes pour des mannequins sur le smartphone, voilà, des concours, donc on allait chercher du tissu sur le smartphone, on le mettait sur les personnes, voilà. Donc il y a des activités comme ça créatives, mais l'idée c'est d'encourager ces activités-là. Et le mieux pour le savoir, c'est d'avoir la possibilité de parler avec d'autres parents qui ont été confrontés au même problème et qui peut-être ont trouvé le moyen de le résoudre. Peut-être que compte tenu du confinement, il faudrait que vous vous entendiez en tant que parent d'élève, je suis parent d'élève, que vous entendiez sur le fait d'organiser des réunions entre vous dans lesquelles vous désigneriez, enfin vous mettriez d'accord sur un volontaire
qui préparerait un sujet, par exemple, est-ce qu'on peut être créatif avec TikTok? Est-ce qu'on peut être, quels sont les jeux vidéo les plus créatifs ou les plus socialisants, et que vous fassiez des petites, que vous fassiez circuler l'information entre vous. Parce que parmi les parents d'élèves, il y en a toujours qui sont très bien informés, comme parmi les enfants, et puis il y en a qui ne sont pas du tout, c'est pareil parmi les enseignants. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que les enfants sont confrontés aujourd'hui à beaucoup d'outils que nous, en tant qu'adultes, nous ne connaissons pas. Et nous n'avons pas la possibilité d'y passer autant qu'eux pour les connaître. Il faut bien comprendre que si les ados, les pré-ados passent beaucoup de temps sur les outils numériques, c'est aussi pour les connaître et les comprendre. Enfin, les comprendre moyennement, mais en tout cas les connaître. Même des études aujourd'hui disent que si un adulte est capable d'utiliser peu de temps les outils numériques de manière pertinente et sur des courtes durées, c'est parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'adolescence à les utiliser de manière frénétique, à en découvrir les pièges, à en découvrir les choses trappes, à en découvrir les insuffisances, à en découvrir les impasses, et du coup, après, une fois adulte, il arrive à bien les utiliser. Bon, mais une fois adulte, compte tenu des outils numériques qui sont apparus depuis que vous avez fini votre adolescence, vous n'aurez pas le temps, le loisir de les explorer en long, large, en travers pour pouvoir conseiller éventuellement votre enfant ou même comprendre ce qu'il vous dit en 3 mots. Donc du coup, il faut trouver l'information ailleurs. Et l'information, à mon avis, le mieux, c'est de l'obtenir de la part de peut-être d'autres parents d'élèves, d'enseignants qui jouent à des jeux vidéo, des parents d'élèves qui jouent à des jeux vidéo, qui vont pouvoir vous renseigner sur les types de jeux, etc. Vous savez, ça, aujourd'hui, ça porte un nom, c'est l'idée qu'on va se renseigner par un humain compétent. On prend une comparaison d'ailleurs habituellement. Vous savez, il y a eu une époque où Internet, c'était comme une forêt, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une forêt landaise. Dans les Landes, en France, il y a une forêt, il y a des arbres tous bien verticaux et il n'y a pas trop de végétation entre les arbres, donc tout est bien rangé. Mais donc au début, Internet était bien rangé. Les gens avaient peur de se faire arnaquer, mais en fait, il courait beaucoup moins de risques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet, c'est une jungle, c'est un fouillis pas possible. Donc, si vous allez en Amazonie, est-ce que vous allez utiliser un guide papier pour une boussole? Non, c'est pas possible. Vous allez demander à un autochtone, à un indigène, qui lui connaît la forêt. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver des indigènes, trouver des gens qui connaissent Internet. Alors, ça peut être un parent qui connaît certains domaines d'Internet, mais ça peut être aussi un enfant. Et d'ailleurs, pour les enseignants, j'avais proposé il y a quelques années à l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najwa Belkacem, j'avais proposé d'encourager les enseignants à se choisir parmi leurs élèves un coach numérique. C'est-à-dire que les enseignants arrivent en début d'année en disant « Bonjour, je m'appelle Monsieur Tartampion, Madame Machin, cette année je vais vous enseigner les mathématiques, ou bien la physique, ou bien l'anglais. Mais il y a un domaine que je ne connais pas du tout, ou je connais moins que vous, c'est le numérique. Et donc, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui pourrait m'expliquer au fur et à mesure que j'en ai besoin, quand j'ai une question qui me vient, qui pourrait répondre à ma question? C'est un coach numérique. Comment j'ai eu cette idée, vous croyez? Eh bien, tout simplement parce que j'ai lu un jour dans un journal anglais que les patrons du CAC 40 s'étaient choisis des coachs numériques pour leur expliquer au fur et à mesure de leurs inquiétudes, de leurs demandes, de leurs questions, les différents domaines du numérique qu'ils ignoraient. Si les patrons du CAC 40 l'ont fait, il n'y a pas de honte à le faire. Vous choisissez un coach, enfin vous demandez la possibilité d'avoir un coach numérique parmi vos élèves, si vous êtes enseignant, pour 3 mois, soyez sûr qu'il va faire son possible pour y arriver, et il va répondre immédiatement à toutes les questions que vous vous posez. Vous allez apprendre 100 fois plus vite que si vous allez chercher les réponses sur Internet, parce que vous connaîtrez les réponses adaptées à la population à laquelle vous avez affaire. Vous ne connaîtrez pas la réponse donnée par un professeur d'université en Corée sur l'utilisation des petits Coréens, ou en Chili, l'utilisation des petits Chiliens. Vous connaîtrez l'utilisation des élèves des classes auxquelles vous avez affaire. Et pour les parents, c'est pareil. Il faut se trouver des coachs numériques. Et je pense que par le biais des contacts entre parents d'élèves, ça doit pouvoir se trouver. Puis vous faites des petites réunions, voilà, par Zoom, par Skype, par Teams, et vous vous informez mutuellement. Le numérique, c'est pas seulement la possibilité d'avoir à faire des bases de données, c'est la possibilité pour ceux qui ont une compétence dans un domaine de la faire partager à tous les autres, et c'est la possibilité pour ceux qui n'ont pas de compétence dans un domaine et qui veulent l'acquérir, d'établir un lien privilégié avec quelqu'un qui peut leur permettre de l'acquérir. Donc ça, il faut le mettre sur place, le mettre sur pied, pardon, mettre en place. Ouais. Merci
Monsieur Tisseron. Alors, pour votre information, et comme vous le savez, nous n'utilisons pas de manière très intensive les visioconférences en maternelle, mais un parent se demande ce que vous pensez, vous, en tant que professionnel, de l'usage intensif des visioconférences en maternelle. Je vous laisse la parole. C'est très fatigant les visioconférences, vous savez. Nous, on en fait, mais dans, je dirais, j'ai un diplôme universitaire, les journées étaient de 7 heures, on les fait de 5 heures en visioconférence, on ne fait pas 7 heures. Donc, même ça pour dire que pour nous adultes, c'est fatigant. Pour les enfants, ça l'est encore beaucoup plus, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à faire des visioconférences dans lesquelles on voit le moins possible la tête de l'intervenant. On voit le plus possible des petits bouts de dessins animés qu'il a sélectionnés pour accompagner ce qu'il est en train d'expliquer, des petits dessins, des histoires drôles. Voilà. Le travail de l'enseignant pour une visioconférence, ça consiste à préparer son cours comme un patchwork. C'est-à-dire un petit morceau de tissu bleu, un petit morceau de tissu rouge, un petit morceau de tissu vert, un morceau de tissu à rayures, un morceau de tissu à carreaux, un patchwork comme les couvertures américaines, le patchwork. Voilà. Et pourquoi? Eh bien parce que chaque petit morceau du patchwork va relancer l'attention de l'enfant. C'est un peu la même chose avec les adultes. Bon, mais les adultes, on fait confiance qu'ils peuvent écouter sur une petite heure. Voilà. Bon, il y en a beaucoup qui décrochent quand même en cours de route. On fait confiance. Les enfants, c'est pas possible. Donc, il faut que les enseignants se serrent les coudes, s'informent mutuellement, cherchent des supports, qui permettent d'expliquer des choses. Filmer des Playmobil quand on est enseignant, en train de raconter des trucs, voilà, c'est pas con. Hein. Si ça peut permettre à des enfants tout d'un coup de retrouver l'intérêt pour ce qui leur est expliqué, parce que depuis 20 minutes, ils regardent un adulte leur parler, ça leur a paru un siècle. Tout d'un coup, il y a des petits Playmobil qui continuent à raconter la même chose. Bon, ça change la vie, quoi. Ça change l'attention, ça relance l'attention. Toute la difficulté avec le distanciel, c'est de relancer l'attention. C'est aussi donc, usage intensif en maternelle, vous en pensez quoi? Les moyens de la relance en maternelle, il faut diversifier les cours, mais il ne faut pas non plus les faire trop longs. Hein. Je veux dire, écoutez, en maternelle, la distancielle en maternelle, mais les enfants, comment voulez-vous? Déjà, les mettre dans une classe, tous assis, c'est cruel. Alors, les mettre devant un écran, c'est terrible, quoi. Donc, moi, je verrais des trucs beaucoup plus courts qu'une heure, voilà, une demi-heure. Mais l'idéal, vous voyez, ça serait des interventions de 1/4 d'heure chaque fois, avec peut-être diversifier les supports, encore une fois. Une fois, c'est une tête qui parle, une fois, c'est une petite pantomime, une fois, c'est un petit bout de dessin animé, voilà. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en conviens, mais en même temps, vous savez, à l'université, on se pose les mêmes problèmes. Ça ne passe pas. Le distanciel ne passe pas. Le cours magistral, de toute façon, n'est jamais bien passé, mais le distanciel, c'est les difficultés du cours magistral à la puissance 10. Donc, si vous voulez, il y a des enseignants très charismatiques. Ils bougent, ils trouvent les bonnes formules, ils savent intéresser les élèves, il y en a très très peu. Et en maternelle, c'est très très compliqué. Les maternelles, ils sont faits pour bouger, les enfants de maternelle, ils ne sont pas faits pour rester devant un écran, quoi. Donc voilà, il faut essayer le plus possible de diversifier. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que, si vous voulez, on ne peut pas... peut-être qu'il y a un moment, c'est toujours des têtes bien faites et des têtes bien pleines. Bon, ça n'a jamais été autant à l'ordre du jour qu'avec le confinement et l'utilisation du numérique. Je veux dire, il faut faire beaucoup de choses. Pardon? J'ai entendu quelque chose? Non? Non, mais je peux vous poser encore une question. Quels conseils pratiques pour les parents pour réussir le distanciel? Pour les parents. Le distanciel entre eux ou que leurs enfants réussissent? Que leurs enfants réussissent le distanciel. Avec l'école. D'accord. Écoutez, déjà,
Voilà, si vous pouvez couper votre micro, j'ai un retour de voix. Merci. Déjà que les parents soient informés de l'emploi du temps du distanciel. Ça peut paraître idiot, mais il faut que les parents connaissent l'emploi du temps du distanciel pour que quand l'enfant se met devant l'ordinateur, les parents sachent si c'est pour aller sur les réseaux sociaux, si c'est pour jouer à un jeu vidéo, si c'est pour aller à un cours. Donc les parents aient une bonne connaissance, parce qu'un enfant va à l'école, qu'il ait récréation à 10 heures ou cours à 10 heures, le parent c'est pareil. Mais en revanche, dans la mesure où l'enfant est devant un ordinateur lorsqu'il est en distanciel, devant un ordinateur à la maison quand il est en apprentissage en distanciel, il faut que les parents connaissent bien son emploi du temps, comme ça ils voient à quelle heure il s'y met. Il faut que les parents invitent l'enfant à s'y préparer. Voilà, écoute, ça commence dans 5-10 minutes, il faut y mettre, voilà et tout. Et puis, je pense que ça oblige encore plus les parents à parler avec l'enfant de ce qu'il échange et de ce qu'il apprend. Parce que avec le distanciel, l'attention est beaucoup plus flottante. Et vous savez, on n'apprend pas de ce qu'on entend, on apprend de ce qu'on raconte. Donc, tous les pédagogues le savent. C'est-à-dire que lorsqu'un enseignant, ça je ne l'ai pas dit pour les maternelles, mais je me rattrape, je le dis maintenant, parce que c'est bon pour les enseignants et les parents, chaque fois qu'un enseignant formule quelque chose, il doit dire « Et les enfants, alors, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y en a un qui peut me répéter un petit peu ce qu'il a compris ?» Voilà. Parce que vous apercevez très vite que ce qu'on dit est une chose, ce qu'on entend est une autre. Et l'apprentissage, il se fait lorsqu'on est capable de répéter. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage, le tutorat. Dans le tutorat, celui qui profite, c'est pas seulement l'enfant auquel un autre enfant explique quelque chose, l'enfant qui explique à un autre enfant est au moins autant gagnant, si ce n'est plus, parce qu'il est obligé d'avoir intériorisé la connaissance, de s'identifier à l'enseignant dans sa capacité d'exposer clairement, et donc du coup, l'enfant qui reçoit le message de la part d'un autre enfant reconnaît sa manière de parler, la proximité émotionnelle et tout, donc il y gagne beaucoup, hein. Mais l'enfant qui explique, il gagne quasiment encore plus, parce que du coup, il est obligé de trouver sa propre reformulation. Pardon. Et donc, dans le cas des parents, c'est pareil. Les parents doivent inviter l'enfant à reformuler ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, dans une relation de proximité physique. L'enfant entend des choses qui lui sont expliquées en distanciel, il doit avoir une situation, il doit avoir un cadre présentiel pour assimiler ce qu'il a écouté en le reformulant auprès de quelqu'un qui est avec lui en présentiel. Le repas du soir, pris sans téléphone mobile, sans smartphone, sans tablette et sans illustrer, évidemment. C'est fait pour ça. C'est-à-dire, c'est fait pour ça, mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres moments dans la journée. Voilà. Je pense que pour qu'un enfant réussisse ses apprentissages en période de confinement, mais ça oblige à ce que les parents soient beaucoup plus attentifs à lui, de façon générale, par rapport à son emploi du temps, mais aussi qu'ils soient plus attentifs à lui par rapport à l'importance qu'il y a pour un enfant à reformuler ce qu'il pense avoir compris. Voilà. Et donc les enseignants font reformuler, mais c'est en distanciel, mais les parents font reformuler, mais c'est en présentiel. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire réciter les leçons, hein. Non, je ne suis pas là. Non, il s'agit simplement que l'enfant raconte des trucs qu'il a trouvés intéressants, voilà, qu'il a découvert. Voilà. Bon, s'il ne reformule rien en mathématiques, mais qu'il reformule en histoire, ou en langue vivante, ou en géographie, ou en sciences humaines et sociales, ben voilà. L'important, c'est qu'il reformule quelque chose. C'est seulement ce que l'enfant va reformuler qu'il va assimiler. Ce qui n'est pas reformulé est rarement assimilé. Merci, Monsieur Tisseron, pour votre intervention. C'est tout pour les questions ce soir. Tant mieux. Alors, je vais vous montrer quelque chose, parce que je dis il faut montrer, alors je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer en 2 minutes, les affiches que je voulais vous montrer, mais alors où est-ce qu'elles sont passées? Où est-ce qu'elles sont? Où sont-elles? Où sont-elles? Ah,
Je vous ai perdu, vous m'avez perdu, non? Non, non, on est là. D'accord, alors, voilà, ça devrait arriver, voilà. Donc, il faut que je mette un partage d'écran. Alors, j'arrive plus. Ah, voilà, ça y est, hop. Vous voyez quelque chose? Non? Toujours pas. Toujours pas. Alors, bon, ah voilà, on va y arriver. Voilà, vous voyez quelque chose? Voilà. Alors, je vais vous montrer les documents que chacun peut imprimer, télécharger, imprimer. Vous les envoyez par la poste, c'est possible aussi. On peut demander à Anne Bardou, vous voyez, qui est ici. Je vais demander à Anne Bardou. Mais sinon, ben voilà, il y a l'affiche 36912, il y a le flyer en recto verso, et puis il y a des affiches qu'on a faites ici pour les élémentaires, ces affiches centrées sur la nourriture, vous voyez, de la table, on coupe le pain, coupons aussi les écrans. Vous voyez ça, hein, vous voyez. Voilà, les écrans, c'est comme les bonbons, manger trop, ça rend ronchon. Et un bon film, un bon jeu vidéo, c'est comme un bon gâteau, on le partage, on en parle. Alors, c'est des slogans qui sont faits évidemment pour que les enfants en discutent. Hein. C'est pas fait pour mettre dans un coin une salle de classe et puis c'est fini. C'est fait pour qu'on en parle. Ça, c'est une affiche pour les ados également, pour les inciter à discuter. Voilà, chaque élément existe séparément, mais on a préféré les regrouper parce que ça donne une base de discussion. Et alors, une fois que c'est affiché, on peut en discuter. Mais vous pouvez aussi en discuter, oui, c'est le confinement, donc vous les envoyez les uns les autres. Et puis ça, c'est l'affiche sur la fameuse technoférence, vous voyez. Votre enfant a besoin de votre regard, ne laissez pas un écran vous séparer. Voilà, bien que ce soit le confinement et que ce soit compliqué d'afficher des choses en ce moment, je voulais quand même vous montrer ces affiches que nous tenons à la disposition de chacun. Voilà. Parfait. Merci, Monsieur Tisseron. J'ai une dernière question. Est-ce que je peux vous la poser? Oui, bien sûr. Bonsoir, Monsieur Tisseron. Merci beaucoup pour cette intervention. Mon fils de 4 ans reconnaît des lettres de l'alphabet grâce aux écrans. En regardant des documentaires animaliers, il connaît certains animaux ainsi que leurs caractéristiques précises. Pensez-vous vraiment qu'un enfant de 3 à 6 ans ne puisse rien apprendre devant un écran? Ah ben si, il y a des distractions qui apprennent beaucoup de choses, mais je n'ai pas dit qu'ils ne pouvaient rien apprendre. J'ai dit que ce n'était pas des activités de création, ce qui est très différent. Bien sûr que vous pouvez apprendre des tas de choses entre 3 et 6 ans, même avant 3 ans, en usage accompagné des outils interactifs, bien sûr, mais ce ne sont pas des activités de création personnelle. Les créations personnelles, elles existent beaucoup pour les enfants, avec le papier, avec les crayons, avec la pâte à modeler, avec la pâte à sel, fantastique, mais il n'y a pas d'outils numériques facilement utilisables par un enfant, sauf petit génie, hein, voilà. Il n'y a pas mais de façon commune, il n'y a pas d'outils numériques facilement utilisables de manière créative par un enfant de moins de 6 ans, mais 5 ans et demi. Parce qu'il y a quelque chose à 4 ans et demi qui s'appelle la théorie de l'esprit, 4 ans et demi, 5 ans, qui dote l'enfant de capacité à pouvoir considérer que sa représentation du monde lui est personnelle et qui lui permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement des outils numériques, notamment en termes de transmission de l'information. Et donc, du coup, ça lui donne la possibilité ça ouvre des possibilités dans des activités de création avec le numérique. Bien sûr qu'on apprend à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et 6 ans et au-delà avec les écrans. Mais je parlais d'activités de création avec les outils numériques, pas d'apprendre. Je m'excuse, je me suis mal expliqué. J'ai bien dit, on peut entertainment, distraction, on peut apprendre des tas de choses, hein, voilà. Mais ça n'est pas une activité de création. Regardez un documentaire animalier, vous apprenez des tas de choses. Si en plus vos parents vous donnent des explications, quelqu'un vous donne des explications, vous en apprenez encore plus, mais vous n'allez pas créer votre documentaire animalier à 5 ans, voilà, c'est tout. Alors qu'à 6 ans, avec vos Playmobil, eh ben, vous pouvez commencer avec une tablette à faire un petit film avec votre Playmobil de lion, votre Playmobil de hyène, et refaire votre version à vous du roi lion. Mais ça, à 4 ans, c'est pas possible.
Merci pour votre réponse, Monsieur Tisseron. Merci pour l'ensemble de vos réponses, d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore au nom de toute l'équipe de l'École française internationale de Casablanca et j'espère pouvoir un jour vous recevoir physiquement ici à Casablanca. Merci, j'espère aussi. Voilà. Excellente soirée, à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci.